Aujourd'hui, on va s'intéresser à une dynastie presque tombée dans l'oubli. Et pourtant, ce sont eux qui ont posé les premières pierres de ce qui allait devenir la France et l'Allemagne. C'est quand même assez fou quand on y pense. Pour comprendre, il faut remonter le temps. On est en 1653. Imaginez la scène. Un ouvrier, à Tournai, en Belgique, est en train de démolir une vieille maison. Et là, complètement par hasard, il tombe sur quelque chose d'absolument spectaculaire. Ce quelque chose, c'est une tombe. Et à l'intérieur, au milieu d'épées et de bijoux, il y a plus de 300 de ces petits objets en or. Incroyable. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Eh bien, ce sont des abeilles en or, finement travaillées, incrustées de grenats. La qualité était tellement exceptionnelle que Napoléon lui-même, des siècles plus tard, va les choisir comme emblème pour son propre empire. Rien que ça. Alors, à qui appartenait ce trésor? La clé, c'est une bague, une chevalière, avec une inscription « Childérici, Régis ». Le roi Childéric, un roi des Francs, mort aux alentours de 481, et surtout le père du célèbre Clovis. Ça nous en dit déjà long. Donc on a une tombe qui déborde de richesse, qui témoigne d'un pouvoir immense, d'un grand raffinement, et pourtant, comment est-ce possible que cette dynastie soit passée à la postérité sous le nom de roi fainéant? Il y a un vrai paradoxe là. Bon, pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir aux origines. Comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, les Mérovingiens, ils émergent au 5e siècle, pile au moment où l'Empire romain d'Occident est en train de s'effondrer. C'est un monde en plein chaos. Et leur coup de génie, si on peut dire, c'est d'avoir su créer quelque chose de nouveau, un royaume hybride. Ils ont mélangé leur propre tradition, très guerrière, avec ce qui restait de l'héritage romain, l'administration, la langue, la religion. Un mélange vraiment puissant. Mais le truc qui a vraiment tout changé, c'est la conversion de Clovis au catholicisme. Pourquoi? Parce qu'en adoptant la religion de la majorité de ses sujets, les Gallo-Romains, il s'est mis dans la poche toute l'élite de l'époque, les évêques, les grands propriétaires, et ça a cimenté son royaume. Donc on a un royaume unifié, puissant. Sur le papier, ça a l'air parfait. Sauf que leur règne était tout sauf un long fleuve tranquille. En fait, il est rempli de contradictions et souvent de beaucoup de violence. Le problème principal, c'est leur conception de la succession. Pour eux, le royaume n'est pas un État, c'est un patrimoine privé. Donc à la mort du roi, on ne le transmet pas à l'aîné, non, on le divise entre tous les fils. Le résultat? Des guerres civiles sans fin. Frères contre frères, neveux contre oncles, c'était un carnage. Et pourtant, ils étaient riches, immensément riches. Ils avaient des revenus de leurs terres, des impôts, des tribus. On parle par exemple de 500 vaches par an rien que pour les Saxons, sans compter les cadeaux diplomatiques qui affluaient de partout. Des ressources vraiment colossales. Et voilà la deuxième contradiction. Malgré tout cet argent, on a des rois qui se plaignent d'être fauchés. Comme Gilles-Péric Ier qui dit « Mon trésor est toujours vide, à cause de l'Église ». En fait, leurs dépenses étaient tout aussi colossales. Il fallait financer les églises, récompenser grassement leurs guerriers, payer pour une diplomatie de prestige. Bref, l'argent sortait aussi vite qu'il rentrait. Donc on a des guerres internes et des caisses qui se vident. Forcément, ça crée un vide. Un vide de pouvoir. Et en politique, un vide, ça ne reste jamais vide très longtemps. Une nouvelle force va en profiter pour s'imposer. C'est là qu'on voit un glissement du pouvoir, tout en douceur, presque invisible au début. Le pouvoir réel, concret, quitte peu à peu les mains du roi pour passer dans celles de son bras droit, le maire du palais. Au départ, c'est juste un intendant, mais petit à petit, il prend le contrôle du trésor, des terres et finit même par commander les armées. Le roi, lui, devient une simple figure symbolique, le fameux roi fainéant. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre question de départ. Comment une dynastie qui a régné près de 300 ans a-t-elle pu laisser une image aussi négative, celle d'un échec complet? La réponse, en fait, elle se trouve dans la façon dont l'histoire est écrite. Le problème, c'est que pour la fin de la période mérovingienne, les historiens ont un gros souci. Il y a un trou dans les sources, un vide. On manque cruellement de récits de cette époque. Et qui va se charger de remplir ce vide? Eh bien, la famille qui leur a succédé, bien sûr. Les Carolingiens, la famille des maires du palais. Ils vont mener une campagne de propagande absolument géniale pour justifier leur prise de pouvoir. Ils ont tout simplement réécrit l'histoire à leur avantage. Et ça, c'est une leçon fondamentale, qui dépasse largement le cas des Mérovingiens. Ça nous montre que l'histoire, ce n'est pas juste une suite de faits, ce n'est pas simplement ce qui s'est produit. C'est aussi et surtout qui a le pouvoir de raconter cette histoire. Les Mérovingiens ont perdu le pouvoir et avec, ils ont perdu le contrôle de leur propre récit. Ce sont les vainqueurs, les Carolingiens, qui ont écrit leur légende, une légende noire évidemment. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final.
Combien d'autres pages de notre histoire ont été écrites, non pas par ceux qui les ont vécues, mais par ceux qui ont gagné à la fin.